Nous passons maintenant au Togo. La célébration des 59 ans de l'indépendance, le 27 avril 1960, le Togo a cédé à la souveraineté internationale. 59 ans après, eh bien, on va essayer d'évoquer le chemin que nous avons parcouru, mais on va plus mettre l'accent sur cet événement qui, quand même, est important et dont il faut parler. Le discours que le président de la République a prononcé devant le Parlement ce 26 avril, c'est assez rare pour être souligné. C'est la deuxième fois que le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé se livre à cet exercice en 14 ans de pouvoir. Credo Tété, question simple, qu'est-ce qu'il a décidé à le faire? Non, je crois que c'est l'opportunité qui s'est offerte au président de respecter l'article 74 de notre Constitution. Et il faut le féliciter et l'encourager parce que, vous savez, l'un des reproches qu'on fait de partout au chef de l'État, c'est qu'il est moins bavard. Et sur les grands chantiers, donc c'est vrai, il a adopté la formule des réseaux sociaux. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est comme si les Togolais n'avaient qu'une seule préoccupation. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Parlement, les autres Togolais, c'est être scotchés, non seulement sur les réseaux sociaux, mais également sur la télévision nationale pour voir le chef de l'État délivrer son discours devant les honorables députés. Il faut le dire, vous l'avez précisé, le premier exercice a eu lieu en 2006 et c'est en 2019 qu'il fait ce second exercice. Donc nous allons l'encourager à ce que cet exercice soit régulier et qu'il puisse parler. Maintenant, au-delà de cette opportunité qu'a saisi le chef de l'État pour s'adresser à la nation togolaise par l'entremise de l'hémicycle. Donc il faut dire qu'est-ce qui a été dit dans son discours. Et les analystes devraient porter sur ça beaucoup plus pour éclairer la lanterne de nos concitoyens et de ceux qui sont dans la diaspora. Parce que nous sommes dans la fièvre de la célébration des 59 ans de l'accession du Togo à l'indépendance. Et lorsque j'ai suivi le discours du chef de l'État devant le Parlement aujourd'hui, j'ai fait la similitude avec ce que feu président Sylvanus Olympio avait fait dans son discours programme le 27 avril 1960. Donc c'était un discours de motivation. Et au-delà de la motivation, donc il faut donner des signaux, il faut lever le voile sur les chantiers qui seront, disons, exploités dans les prochaines années. Et en termes de chantier, je crois que le chef de l'État a eu, disons, l'humilité, l'amabilité de dérouler un certain nombre de chapelets. Alors, oui. Il faut préciser que, conformément à l'article 74 de notre Constitution, le chef de l'État devrait s'adresser au Parlement pour faire l'état de la nation. Et dans cet exercice, c'est la première fois qu'il s'est adressé à la nation. Parce qu'en 2006, il s'est adressé au Parlement. Mais il n'a pas fait un discours sur l'état de la nation. Parce que la nuance est de taille. Donc c'est la première fois qu'il se donne à cet exercice. Comme a dit Credo, c'est de bon augure pour la suite. Mais on est déjà aussi en 2019. Rien ne nous dit que Faure Gnassingbé sera candidat encore en 2020. Ceci peut être aussi son seul et unique adresse sur l'état de la nation. On a vu un Faure Gnassingbé qui a fait un discours de la vie générale de beaucoup, un bon discours. Mais il parle si bien, qu'est-ce qui l'empêchait de se livrer à cet exercice, de respecter en tout cas l'article 74 de la Constitution? Oui, c'est ce qu'on disait depuis, que c'est un président qui est taiseux, qui est plus digital que de s'exprimer. La preuve, on l'a vu au Nouvel An. Il n'a même pas adressé, un discours à la nation. Il a préféré passer par un tweet pour souhaiter bonne année aux Togolais. Mais bon, sur le discours lui-même, le contenu est très bon. C'est un discours programmatique. Mais la question que tu poses, elle est vraiment intéressante. Pourquoi avoir attendu
14 ans après pour faire un tel discours programmatique avec un chronogramme. Oui. Parce qu'il a parlé des projets qui vont être réalisés. Il a donné, janvier 2020. oui, il a donné des deadlines, par exemple pour le Conseil économique et social qui doit être fait cette année. Il a parlé des réformes, il a pressé le Parlement à aller très vite, à finir très vite avec les réformes. Il a parlé de la retraite, maisons de retraite, tout ça. Des maisons l'année prochaine et tout. Voilà, pour l'année prochaine, il a parlé même de la prime de départ à la retraite qui avait été supprimée dans le temps. En clair, le discours, il a appelé même l'opposition à un sursaut patriotique. Donc, il a tendu la main. Il a même dit une phrase qui m'a beaucoup touché, qu'il est ouvert à toute contribution qui va dans le sens du progrès. Donc ça, c'est des discours qui sont vraiment des discours conciliateurs, un discours programmatique. Mais la question est de savoir pourquoi il attend 2019, la veille d'un scrutin présidentiel qui est hypothétique, où beaucoup de gens se posent la question de savoir s'il sera candidat ou pas. Et pourquoi il attend la veille pour toutes ces annonces et pour presser le Parlement à aller plus vite. On a vu, comme le dit Anani Soso, un président qui se projette dans le futur, qui tient un discours d'homme d'État. Vous pensez que ce discours, comme on le dit, c'est le premier, où c'est véritablement sur l'état de la nation, ça va être son dernier? Rien ne nous dit que ça va être son dernier, parce que avant même la présidentielle de 2020, donc il a encore d'autres opportunités de s'adresser au peuple togolais. Donc s'il le juge nécessaire, donc il le fera. Donc on n'en a pas besoin d'être... il ne pourra plus s'adresser sur l'état de la nation une fois par Parlement. Non, au Parlement, je n'en disconviens pas. Donc c'est une fois par an, mais c'est dire que le chef de l'État a toujours des canaux qui s'offrent à lui lorsqu'il veut envoyer des messages à ses concitoyens. Moi je parle de cet exercice précis. Non, de cet exercice précis. Donc je crois que c'est une fois par an. Donc il a vidé pour l'instant l'article 74 de notre Constitution, mais cela ne voudrait pas dire qu'en 2020, il n'aura pas cette opportunité de le faire avant la présidentielle. Il s'est ouvert beaucoup de chantiers dans le discours. Oui, ce que je voulais dire, il s'est ouvert beaucoup de chantiers. Sur ce point. Oui. Parce que dans le discours, nulle part, le chef de l'État n'a parlé de 2020. Par contre, il a parlé de 2022. Par rapport au PND. Ça veut dire que sa projection n'est pas sur 2020, mais sur 2022. Et quand moi j'analyse... Il se voit toujours dans j'en ai rigolé un peu sur la toile, sur les réseaux sociaux avec des amis. Aujourd'hui, j'ai dit, mais en fait, vous n'avez pas décrypté. Ceux qui me demandent en inbox ou bien sous mes publications pourquoi le chef de l'État n'a pas parlé de 2020, je leur dis, mais écoutez, il faut décrypter ce que le message que le chef d'État, le président Gnassingbé Faure, vous a envoyé. Il vous a parlé de 2022. Ce qui signifie ou sous-entend que pour 2020, c'est déjà un acquis, c'est déjà classé, et il est dans une autre projection. Alors, non, je voudrais, si vous permettez, revenir sur cet aspect. Donc, le chef de l'État a parlé de 18-22, tout simplement parce qu'il a évoqué le PND, le Plan National de Développement. Et le Plan National de Développement, là, parle de 18-22, de 2018-2022. Donc, il ne peut pas changer la périodicité ou bien, disons, ce carnaval-là. Donc, c'est pourquoi. Maintenant, si on veut lire entre les lignes, donc, on peut prêter des intentions. Donc aujourd'hui, le chef de l'État ne s'est pas prononcé sur sa probable candidature en 2020 parce qu'il revient à son parti de se prononcer. Oui, sur sa probable, parce que si je parle de probabilité, c'est parce que la constitution que nous avons aujourd'hui ne le contraint pas à ne pas se présenter. Donc il y a cette latitude et autres là. Maintenant, avec les réformes, même avec les réformes, donc je ne sais pas ce qu'ils vont mettre, mais il faut dire que ce n'est pas encore... Sur cet aspect, il n'a rien dit de très précis, il a juste demandé au Parlement d'accélérer les choses. Il a demandé au Parlement d'accélérer les choses parce qu'il n'a pas de consigne particulière à donner à ce Parlement qui est en train de faire le chantier. Il nous en souvient, dans l'ancienne législature, il y a eu des tentatives pour aller à l'adoption de ces réformes, mais des tentatives qui avaient échoué parce qu'il y avait une certaine classe politique, surtout de l'opposition, qui pensait dicter la loi au parti au pouvoir, qui ne s'était pas inscrit dans une logique du donner et puis du recevoir. Donc, il pensait que
lorsqu'ils ont assiégé les rues ou bien certaines rues de certains quartiers, donc ils pouvaient obtenir tout dans la rue. Alors, vous avez vu un président de la République qui, je me rappelle, c'est au début de son discours, il a cité même quelques phrases du discours historique du père de l'indépendance, et puis il a rendu hommage au fils Gilles-Christ Olympio qui était là. C'est lourd de symboles. Hein. Oui, c'est vraiment lourd de symboles. Il a fait ce qu'on appelle de la politique, tout en rappelant, quand même ceux qui ont permis au Togo d'accéder à la souveraineté internationale, tout en les louangeant. Il a quand même salué le rôle qu'a joué Gilles-Christ Olympio depuis l'assassinat de son papa en 1963 jusqu'à l'accord de mai 2010 qui a scellé un deal entre l'UFC et le pouvoir. N'oublions pas que Gilles-Christ Olympio a toujours été l'épée de Damoclès sur la tête du papa qui était au pouvoir pendant 38 ans et que Gilles-Christ Olympio, que le papa redoutait beaucoup. Mais le fils a réussi, M. Faure Gnassingbé a réussi de manière admirable à amadouer le fils pour que le fils rentre dans son giron pour en faire, comme on dit, la paix des braves, pour qu'il n'y ait pas entre fils d'anciens présidents une inimitié qui va avoir des répercussions sur la vie de toute la nation togolaise. Donc, c'est à juste titre alors qu'il a salué ce rôle du fait que le fils de l'ancien président décédé, assassiné, puisse accorder du crédit au fils de l'ancien président décédé également au pouvoir pour sceller la paix. Non, mais moi je dis, au-delà de l'actuel chef de file de l'opposition, si vous analysez bien la formule introductive même de ce discours, le chef de l'État a également nommé ceux qui ont eu à jouer un rôle assez particulier dans l'histoire de notre pays. Donc, il a notamment cité les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, et il a insisté sur ces points-là. Donc, c'est dire que je ne parlerai pas d'un autre discours-programme, mais il s'est basé, comme l'a dit Samuel, sur le discours-programme de feu Sylvanus Olympio pour essayer de remobiliser les troupes. Donc, pour dire que ce que nous avons en commun, c'est notre pays, le Togo, et malgré nos différences, nos divergences de point de vue et nos différences dans l'appréciation des choses, nous devons sauvegarder ce qui nous est commun, ce qui est le Togo. Donc c'est là où également il a essayé de montrer sa disponibilité à discuter toujours de ce qui peut faire avancer le problème qu'on assimile à cette ouverture pour un dialogue. Donc il a démontré qu'aujourd'hui il est ouvert. Tout ce qui peut contribuer au développement de notre pays, le Togo, il est preneur de la chose, mais tout en rappelant aux Togolais et surtout aux acteurs politiques de notre pays qu'ils ont une part de responsabilité dans le devenir de ce pays. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas encore aux affaires qu'ils doivent tirer les ficelles pour que le pays n'avance pas. Nous devons tous contribuer, les citoyens lambda, nous-mêmes, nous sommes concernés, nous devons tous contribuer à ce que notre pays rayonne. Alors, quand on lit bien également le discours, on l'a bien écouté, c'est un discours qui a véritablement un fort accent social. Le président de la République a fait beaucoup d'annonces. Est-ce que vous pensez que qu'il y a des visées politiques ou bien il a compris que le social reste aujourd'hui encore le point d'achoppement de son mandat? Oui, mais n'oublions pas que nous vivons dans un mandat social qui n'est pas encore terminé. Oui, parce que beaucoup disent c'est un mandat dit social qui n'est pas encore achevé. Et il ajoute du social au social dans son discours. Mais ce qui est un peu dommage dans le discours, c'est la grande critique que je porte à ce discours, c'est que c'est de bonnes annonces qui ne sont jamais suivies des faits. Dire par exemple, n'oublions pas, il a dit aujourd'hui qu'il pense construire une maison pour les retraités, et pour une maison de retraite, et pendant ce temps, il avait déjà promis qu'il y aurait des logements sociaux qui n'ont jamais été concrétisés. Donc vous voyez, et dans le discours aujourd'hui aussi, ce qui manquait et qui, au-delà même de l'aspect social de la chose, ce qui frustre encore beaucoup plus les Togolais, d'après mes analyses et d'après les retours que j'ai sur les réseaux sociaux et sur ma page principalement, c'est que
la question de l'impunité est toujours une question active dans les mémoires. L'impunité, ce n'est pas seulement ceux qui ont commis des actes criminels sur leurs compatriotes, pas seulement ceux qui ont assassiné des gens. Mais l'impunité réside aussi dans le fait que des gens commettent des crimes économiques et qu'on ne leur dise rien à ce sujet. Imaginez qu'on peut mettre à la disposition de ceux qui doivent servir l'État, des responsables politiques, des ministres qui doivent servir l'État, qui doivent servir et gérer correctement l'argent du contribuable, que cela prenne 10 milliards des 26 milliards de la route Lomé-Vaughan-Enfoin, qui dilapide, qui disparaît dans la nature, ou bien que des gens nous collectent de l'argent du contribuable pour la participation du Togo à la CAN Gabon 2017, et que 600 millions disparaissent de cet argent, qu'on ne dit rien. Et que au même moment, Togo Télécom, on a eu des milliards qui ont disparu de Togo Télécom. Il y a eu les fonds d'entretien routier qui ont disparu miraculeusement. Et depuis là, le chef d'État qui doit taper du poing sur la table sur ces sujets qui préoccupent beaucoup ses compatriotes ne le fait pas. Donc c'est ce qui a manqué aujourd'hui dans son discours. Il aurait pu symboliquement faire un geste dans ce sens-là pour punir ne serait-ce que ceux qui sont connus pour le détournement de fonds publics. Voilà. Et que il aurait pu faire ce genre d'action depuis que ses compatriotes, au-delà même du fait qu'il y a une misère qui est là, qui est ambiante, au-delà de ça, s'il posait des petits gestes comme ça, ça soulagerait les gens. Ça ne donnera pas cette impression-là que le chef de l'État protège des privilégiés. Non, à bien écouter mon cher ami Innocent Sossou. Donc il a dit les chantiers sur lesquels les Togolais l'attendent dans la lutte contre la corruption. Donc je ne vais plus revenir tout en citant les choses, mais je crois que il a parlé d'un symbole, mais moi je parle de symbolisme. Le symbolisme se retrouve dans son discours et c'est notre ami même qui a eu cette opportunité de nous faire le résumé des points forts sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est au point 2. Donc si on lit bien le point 2 et si on sait lire entre les lignes, donc on ne peut pas reprocher entièrement au chef de l'État de ne pas avoir pris en compte le volet lutte contre la corruption parce qu'il a dit qu'il faut voter dans les plus brefs délais un projet de loi organique de lutte contre la corruption. Ça, c'est un point. Maintenant, l'autre point, qui était également un reproche pour toute la gouvernance, c'est que les gens ne font pas, avant d'entrer en fonction, ne font pas de déclaration de biens, de patrimoine de la part des premiers dirigeants. Permets-moi quand même de te couper. De poser une question en matière de lutte contre la corruption. Il y avait déjà Aplusia. Aplusia travaille. Aplusia ne risque pas des séminaires. La question que je voulais te poser sur ce point est de savoir si on a créé Aplusia, c'était pour lutter effectivement contre la corruption. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'il y a Aplusia, on ne dote pas cette structure-là de compétences ou bien former une police anticorruption, des juges d'instruction, etc., donner une latitude pour que chaque fois qu'il y a un soupçon de corruption, pour que les juges d'instruction prennent le dossier, fassent des enquêtes avec la police financière que j'appelle la police anticorruption. Pourquoi on ne l'a pas fait avec Aplusia? Et on attend aujourd'hui le 26 avril 2019 pour dire qu'il y aura un projet de loi organique qui sera voté très rapidement à l'Assemblée nationale pour lutter contre la corruption. Je permettez que je puisse l'aider dans la réflexion. Donc je crois que tout ce qu'il dit, donc c'est une Italie de bonnes intentions, de bonnes choses. Le Aplusia... C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est pas moi qui les ai créés. Non, qui les ai créés plutôt. Je n'ai pas insinué que vous l'avez dit également. Mais la haute autorité de lutte contre la corruption qui est là aujourd'hui est en train d'instruire les dossiers. Donc nous avons vu, c'est présidé par un magistrat qui a dit le dossier des 600 millions. Donc on nous a, si tout va bien, ça sera le premier dossier même que le Aplusia va sortir et autres là. Maintenant, tu nous informes alors, tu informes les Togolais ici. L'annonce a été faite sur la 600 millions et puis la route de Nissao-Nyonfam qu'on n'a jamais vue. Donc ils l'ont dit clairement. Maintenant, dans la hiérarchisation de ces deux points, l'autre là, donc le premier dossier qui sera ouvert, je le dis, donc ça sera sur les 600 millions de la CAN
Cannes, Gabon, je crois que c'est ça. Donc là, et tu penses, en ton âme et conscience, que ça va être fait? Non, mais j'accorde le bénéfice du doute. Mais je ne m'inscris pas dans une logique de pessimisme. Tout à l'heure, tu ne voulais pas accorder le bénéfice de doute aux Soudanais. Et maintenant, ici, tu accordes le bénéfice de doute aux... Bon, maintenant, il y a aussi un autre aspect qui est important, parce qu'on a évolué là. Non, mais je crois que l'aspect de lutte contre la corruption, c'est bien dit également. Il faudrait qu'on ait cette culture-là, au niveau de nos dirigeants, de déclarer leurs biens comme... C'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. De la respecter. Non, il suffit de la respecter, mais il faut également motiver les gens, les sensibiliser. Donc on peut... Vous êtes encore des gens, sensibiliser des gens directeurs, vous allez déclarer à la Cour des comptes. Non, la sensibilisation, alors qu'il y a des tests, non, Samuel, la sensibilisation, je suis d'accord, monsieur Sossou. Non, vous permettez que je termine, vous aurez le temps de rebondir. En parlant de sensibilisation, j'insinue que le bon exemple, puisse être donné et que ça motive. Au-delà de cette motivation, même en griffe, devrait être une exigence. Donc il faut qu'on aille à ça pour la déclaration des biens. Je vous dirai, donc je vais donner un seul exemple. Lorsque j'ai fait l'autorité de régulation des marchés publics, j'ai déclaré mon bien. J'ai déclaré mes biens, et les biens de ma femme. Donc, pourquoi est-ce qu'au sommet de l'État, on ne peut pas encourager cela? Et là, s'il y a déjà cette prise de conscience au niveau du sommet de l'État, accordons le bénéfice du doute. Ça fait 14 ans. Il y a aussi un autre aspect. C'est la Constitution, qui le dit. C'est la Constitution qui le dit. Et la même Constitution l'avait dit sous et à débat. Mais ça n'avait pas été fait. Maintenant qu'il y a cette prise de conscience, 14 ans plus tard, accordons ce bénéfice du doute. 14 ans plus tard, on devrait... Nous n'encourageons pas cela, des déclarations mais tout en disant qu'il faut qu'on arrive à ce point de déclaration des biens au niveau de nos dirigeants. Du discours du chef de l'État à l'occasion du 59e anniversaire, il y a l'aspect électoral pour les locales qui viennent. Il semblait demander à la classe politique de ne plus être dans le boycott. Bon, il n'a pas semblé dire à la classe politique, il a appelé ouvertement la classe politique à s'inscrire dans la dynamique des élections locales pour que le pouvoir puisse être transféré vers la base. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a prononcé une phrase qui était d'anthologie. Il a dit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires dans les préfectures et dans les mairies travaillent ne font pas honneur à notre pays. Donc, il s'est rendu compte que il y a quelque chose à faire dans ce domaine, étant donné surtout que les élections locales approchent, qu'il faut transférer une partie du pouvoir central vers des élus locaux. Et je crois aussi que l'opposition devrait saisir cette opportunité de présenter des candidats, surtout en liste commune, pour aller aux élections locales. Il ne faut pas toujours croire que c'est seulement lorsqu'on sera chef de l'État qu'on est un responsable politique. Le pouvoir, d'abord, la gestion du pouvoir, ça prend à la base. C'est là où on commence à avoir une expérience politique de la gestion d'un bien public. Donc, heureusement d'ailleurs que beaucoup de partis politiques de l'ancienne C14 et même du reliquat de la C14 s'inscrivent dans cette logique-là d'aller aux élections locales. Ils demandent que les réformes soient faites pour aller aux élections locales. Les réformes seront faites. Non, mais tout en reconnaissant que les réformes, l'adoption des réformes n'impacte pas sur les locales. Ben oui, ça c'est vrai, mais ce qu'ils voulaient dire... Non, mais c'est une méconnaissance de leur part. Non, mais ce qu'ils voulaient dire par les réformes, c'est que les jeux soient égaux pour tout le monde. Non, que tout soit clair. Parce que n'oublions pas que c'est la CENI quand même qui organise les élections locales également. Il faut que les jeux soient équitables pour tout le monde. Parce qu'au-delà même de ça, il faut que tous les partis politiques ont un accès équitable aux médias publics, aux médias d'État. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on voit la télévision, on a l'impression qu'on vit encore au temps de feu général Eyadema, paix à son âme, où on n'a qu'un seul
parti qui fait des activités dans le pays Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau des médias d'État, mais nous devons les encourager à aller plus. Autant des ADEMA, tu peux me citer des exemples concrets. Nous voyons le contenu et la HAC les a rappelés. L'ordre a insisté pour que toutes les activités de toutes les obédiences politiques trouvent écho favorable aussi au niveau. Encore faut-il que ces obédiences les saisissent, parce qu'il y a aussi ça. Oui, non, au-delà de la saisine, donc je crois que lorsqu'il y a une opposition qui est dynamique, il y a une véritable opposition dans le pays, cette opposition doit toujours éprouver les institutions ou bien les organes de l'État. Et lorsque ces organes ne répondraient pas, donc nous serons là pour faire les... Alors maintenant, il nous reste 3 minutes. 59 ans d'indépendance, on avance, on regresse? Je crois que nous sommes dans la logique d'avancer. Donc, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous ne devons pas régresser. Nous devons être toujours optimistes. Et là, nous devons comprendre que si nous voulons avancer, donc nous devons avancer au niveau individuel, en communion avec le général. Et là, nous ne devons pas attendre aussi de la magie de la part de nos dirigeants. Chacun doit faire sa part. Non, mais dire qu'on a régressé depuis 59 ans, ce serait malhonnête. Ce serait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Le Togo avance. Même si on ne voit pas aujourd'hui directement l'impact que ça produit sur la population, ça va venir. Moi, j'en suis certain. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis toujours que le programme national de développement, c'est un bon programme. Le plan national de développement, c'est un bon plan, mais je crains simplement pour sa mise en œuvre et sa concrétisation. La mise en œuvre, c'est ça qui est le problème. Mais le Togo, lentement mais sûrement, avance. Nous vivons dans un monde moderne et aucun dirigeant au monde aujourd'hui ne peut accepter faire reculer son pays. Jusqu'à preuve du contraire, on voit que il y a 10 ans de cela, il y a des villages qui n'étaient pas éclairés, qui sont éclairés aujourd'hui. On a vu qu'il y a un village connecté, comme ce que j'ai vu au Rwanda. Il y a un village connecté au Rwanda, exactement. En fait, on a l'impression qu'on reproduit le modèle. Oui, donc mais le président l'a vu pas beaucoup au Rwanda. Mais si le modèle a réussi quelque part, pourquoi ne pas copier? C'est Bibox qui a piloté ce projet au Rwanda, que moi j'ai vu de mes yeux, qui pilote le même projet aussi dans la préfecture de Yoto. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, le Togo avance. Mais tout ce qu'il y a et que nous devons souhaiter, c'est cette instabilité politique qui ne permet pas aux investisseurs de faire confiance à notre pays pour venir installer leur structure. Et également, c'est le cadre, le climat des affaires. Le climat des affaires aussi subit de nettes améliorations. Qu'il faut rénover. Parce qu'il y a aussi des problèmes à ce niveau où des gens ont peur d'injecter leur argent et qu'il y a un problème au niveau du tribunal. Voilà. Donc il y a tous ces aspects. Mais ce que moi je souhaite pour tous les Togolais à la veille de notre 59e anniversaire, c'est que l'ensemble de la classe politique, dirigeants actuels au pouvoir comme l'opposition, puissent avoir à l'idée l'intérêt supérieur des Togolais. Parce que c'est les Togolais qui souffrent. C'est le Togolais de l'intérieur qui souffre. Il faudra qu'il dépassionne le débat pour aller à l'essentiel. Merci beaucoup, Credo Tété. Merci à Innocent Nani Sossou d'être passé dans cette émission. On est ensemble demain dans Le Monde en 7, lundi dans Regard Croisé.